Nous allons voir dans le 6e chapitre comment une image se forme lorsqu'elle traverse un système optique, comme un miroir ou bien une lentille. Donc, une image peut être produite lorsque des rayons lumineux atteignent une interface plane ou incurvée entre deux milieux. Une image peut se former par réflexion, donc lorsqu'un rayon lumineux se réfléchit sur un miroir, ou bien par réfraction, lorsqu'un rayon traverse deux milieux d'indices différents, selon la nature des milieux. Les miroirs et les lentilles peuvent être conçus pour former des images avec des caractéristiques souhaitées, comme par exemple le détail, un sens pour l'image, etc. La distance entre l'objet et le système optique, donc lorsqu'on parle d'un système optique, c'est soit une lentille, soit un miroir, soit un autre système, est appelée distance objet. Donc toujours une distance objet, c'est la distance entre l'objet et le système optique. Donc on va noter cette distance par SA, et lorsqu'on met une barre au-dessus du SA, ça veut dire que c'est une mesure algébrique. Donc ça peut être une valeur positive ou bien négative. Faites attention, dans le livre, SA est désigné par la lettre P. Donc, dans votre livre, au lieu de SA, il utilise la notation P. Donc, nous, dans notre travail, on va utiliser toujours SA. La distance image est la distance entre le système optique et l'image formée. Donc, on va noter cette distance par SA', toujours, c'est une mesure algébrique. Et dans votre livre, on note cette distance par la lettre Q. Pour trouver la position des images, on va prolonger les rayons, soit les rayons réfléchis, soit les rayons réfractés, vers un point où ils se rencontrent. Ces images-là sont situées à un point à partir duquel les rayons de lumière se rencontrent réellement, donc ça, ce sont des images réelles, soit à partir d'un point duquel ils semblent émerger. Donc, ça va nous donner des images virtuelles. Donc, on a deux types d'images, une image réelle et une image virtuelle. Une image réelle se forme lorsque le faisceau qui émerge du système optique est convergent. Donc, les rayons se rencontrent en un point. Donc, les rayons sont des rayons convergents. Donc, on a une image réelle. Une image réelle peut être affichée sur un écran, comme par exemple un écran de projection ou bien sur un mur. Donc là, on voit des images réelles. Une image virtuelle est formée lorsque le faisceau qui émerge du système optique est divergent. Lorsqu'on dit divergent, ça veut dire que les rayons s'éloignent les uns des autres. Les images virtuelles ne peuvent pas être affichées sur un écran. Donc on les voit par nos yeux, mais on ne peut pas mettre un écran pour les observer. Donc, on va commencer par les images formées par un miroir plan. Donc, comme je vous ai dit, on va utiliser la notation SA pour la distance objet et SA' pour la distance image. Par exemple, on a un objet au point A. Pour trouver et ici, on a un miroir plan. Donc, un miroir plan, sa surface est une surface plane. On aura une réflexion sur cette surface du devant. Donc, c'est le cas le plus simple que vous pouvez rencontrer. Donc, on a, à partir de la source qui est A, on a des rayons qui partent vers le miroir. Donc, on a ici l'interface, on a la réflexion. Toujours, on a la loi de réflexion, donc l'angle incident égale à l'angle réfléchi, donc il faut tracer la normale. Donc, ce premier rayon, il va se réfléchir suivant ce rayon-là. Le second rayon, il arrive aussi sur la surface du miroir et va se réfléchir, ainsi que du troisième rayon. Donc, les trois rayons se réfléchissent suivant la loi de réflexion, donc l'angle d'incidence égale à l'angle de réflexion. Pour trouver la position de l'image, il faut prolonger les rayons. Donc là, si vous faites le prolongement de ces rayons-là, donc là, lorsqu'ils partent, ils ne vont pas se rencontrer parce qu'ils divergent. Pour les trouver, il faut faire le prolongement en pointillé et les trois rayons vont se rencontrer au point A'.
C'est pour cette raison, ce point-là est virtuel. Donc, vous ne pouvez pas mettre un miroir ou bien un écran au point A pour observer cette image. Donc, cette image est virtuelle parce qu'on a les trois rayons ici sont divergents. Donc, il faut les prolonger. Il faut trouver un point virtuel, un point de rencontre virtuel. Donc là, on a tracé trois rayons. On peut utiliser deux rayons pour trouver la position de l'image. Donc, comme je vous ai dit, on a SA, c'est la distance objet. SA', c'est la distance image. Aussi, on peut chercher à trouver le grandissement d'un miroir. Donc, le grandissement est défini par le rapport H' sur H. H', c'est la hauteur de notre image et H, c'est la hauteur de notre objet. Donc, comme je vous ai dit, pour trouver la position de l'image, il suffit d'envoyer deux rayons. Donc là, on a envoyé le premier rayon qui est sous une incidence I égale à 0 par rapport à la normale. Donc, ce rayon-là va se réfléchir suivant un angle aussi égal à 0 par rapport à la normale. Donc, il va reprendre son chemin, mais dans le sens opposé. Un rayon qui arrive suivant un angle θ va être réfléchi suivant un autre angle θ. Et pour trouver la position de l'image, on va faire le prolongement pour trouver le point A', donc le prolongement de ces deux rayons, on trouve le point A'. Donc, dans notre cas, on a les triangles SAR et SA'RR. Ce sont deux triangles semblables. Donc, comme on a SR partout égal, on a ici SA égale à SA'. Donc, H égale à H'. Donc, le grandissement d'un miroir plan est égal à 1. Donc, cette définition H' sur H, c'est la définition générale du grandissement transversal. Donc, elle est aussi valable pour les autres miroirs, donc les miroirs, par exemple, courbés et les lentilles. La valeur positive du grandissement, donc on a plus 1, indique que l'image est droite. Droite signifie ici que la flèche de l'image est dans le même sens que la flèche de l'objet. Donc, vous avez une image qui est du même sens que l'objet. Donc, si vous observez la lettre H ici, vous allez observer ici aussi une lettre H dans le même sens. Donc, le grandissement, la définition, c'est la hauteur de l'image divisée par la hauteur de l'objet. Donc, ça, c'était pour le miroir plan. On a d'autres types de miroirs, comme le miroir sphérique. Donc, comme son nom l'indique, un miroir sphérique, c'est un miroir qui a une section de sphère, une partie sphérique. Donc, comme ici, vous voyez. Un miroir sphérique focalise un faisceau de rayons parallèles en un point particulier. On va voir c'est quoi ce point-là. On a deux types de miroirs. Le miroir dit miroir concave ou bien convergent. Donc, si vous l'observez à partir de cette position-là, il apparaît creusé lorsqu'on le regarde de face. Donc, ici, il est creusé pour vous. Et il est dit convexe ou bien divergent s'il apparaît bombé, comme vous le voyez ici. Donc, il a une forme bombée. Donc, on a deux types de miroirs, le miroir concave et le miroir convexe. On va voir qu'un miroir sphérique, on peut définir un rayon de courbure de ce miroir-là, désigné par la lettre R, et un centre de courbure. Donc, comme vous voyez ici, R, c'est le rayon de cette partie sphérique, C, c'est le centre de courbure, et toujours, on définit ce qu'on appelle l'axe principal ou bien l'axe optique du miroir. Donc, c'est un axe particulier. Normalement, il est horizontal. Donc, on a le point C, le centre de courbure, et R, c'est le rayon de courbure du miroir sphérique. Donc, ici, on envoie des faisceaux lumineux. Donc, on a le faisceau vert, bleu et rouge. Vous voyez bien que ces trois rayons sont parallèles. Une fois qu'ils sont réfléchis sur le miroir sphérique, ils passent par un même point. Ce point est appelé la focale du miroir sphérique. Donc, par définition,
le point de rencontre de ces rayons parallèles est le foyer principal du miroir sphérique. Donc, ce foyer est appelé par la lettre F et la distance focale par F minuscule. Donc, toujours R, c'est le rayon de courbure. Donc, c'est la distance entre C et la partie et l'extrémité du miroir. Donc, maintenant, on va chercher quelques relations. Donc, je vais considérer un miroir sphérique de centre C. Un point objet est placé à la position A. J'envoie un rayon lumineux qui arrive au point I sur le miroir. Il va être réfléchi et il va couper l'axe optique au point A'. Donc, j'ai l'angle incident I, l'angle réfléchi I', I égale à I'. Je vais noter l'angle alpha, l'angle qu'effectue la droite AI avec l'axe optique, bêta, la droite l'angle qu'effectue la droite CI avec l'axe optique, et θ, c'est 180 moins bêta, donc c'est cette partie-là. De même, je vais définir alpha', l'angle qu'effectue IA' avec l'axe optique, et θ', c'est 180 moins alpha'. La projection de I sur H, sur l'axe optique est appelée H et l'intersection du miroir sphérique avec l'axe optique est S. Donc, on fait attention qu'on travaille toujours en optique géométrique dans l'approximation de Gauss. L'approximation de Gauss, ça nous dit que les angles sont faibles. Donc, alpha', I et I' sont assez petits, donc on peut confondre tangente alpha avec alpha, tangente alpha' avec alpha', tangente I avec I. Et je peux dire que CH, c'est à peu près égal à CS. Lorsque les angles sont faibles, H va se rapprocher du point S, donc je peux confondre CH avec CS. Donc ça, c'est l'approximation de Gauss. Donc là, on va utiliser toujours dans l'optique géométrique les relations. Donc, on va prendre des triangles. Je vais prendre le premier triangle AIC. Donc, ce triangle AIC, j'ai alpha plus I plus θ égale à 180 ou bien à pi. J'ai aussi θ plus bêta égale à 180. Donc, à partir de ces deux relations, je peux déduire que I égale à bêta moins alpha. Donc, l'angle I égale à bêta moins alpha. Je prends un deuxième triangle qui est le CIA'. Dans ce triangle, j'ai bêta plus I' qui est égal à I plus θ' égale à 180. Donc, θ' et aussi j'ai θ' plus alpha' égale à 180. Donc, je déduis que l'angle I égale à alpha' moins bêta'. I égale à I, donc je déduis ici que alpha plus alpha' égale à 2 bêta. Donc, cette relation est une relation importante pour nous. Donc, on trouve que alpha plus alpha', l'angle alpha plus alpha' égale à 2 fois l'angle bêta. Maintenant, on va utiliser l'approximation de Gauss pour dire que tangente alpha est à peu près égale à alpha. Faites attention, ici l'angle alpha est un angle positif. Donc, je vais dire que c'est HI. Donc, HI, c'est dans la direction des Y positifs. J'utilise toujours la notation de mesure algébrique. Donc, j'ai HI divisé par SA, ou bien ça doit être HA, mais comme SA égale à HA à peu près, donc je peux utiliser cette notation. Mais comme là, j'utilise la notation algébrique, donc SA, c'est négatif, c'est pour cela que j'ai multiplié ici par moins pour obtenir un angle positif. C'est pour cela que j'ai mis un moins devant HI divisé par SA. Je vous rappelle que la barre, ça veut dire une mesure algébrique. De même pour alpha', j'ai tangente alpha' égale à alpha' égale à HI qui est positif divisé par SA'. Pour cette raison, je multiplie par moins. Et pour l'angle bêta, tangente bêta égale à HI divisé par SC. Et comme SC c'est négatif, je multiplie par moins. Alpha, alpha' et bêta sont positifs. Donc, je remplace dans la relation alpha plus alpha' égale à 2 bêta. Donc, je remplace alpha par sa valeur HI sur SA. Et alpha' par HI divisé par SA'.
est bêta par HI divisé par SC. Il y a toujours le sigma que je vais simplifier. Et je vais simplifier aussi par HI. Donc, j'obtiens 1 sur SA plus 1 sur SA' égale à 2 sur SC. Cette relation est appelée la relation de conjugaison des miroirs sphériques. Donc, SC, c'est la distance entre le miroir et le centre, donc c'est le rayon de courbure. SA, c'est la distance objet. SA', c'est la distance image. Maintenant, quelques points particuliers pour un miroir sphérique. Donc, le centre C, donc c'est un point particulier. Donc, si j'envoie un rayon à partir du centre C, donc vous savez bien que la normale, donc à 7 points, elle passe par le centre. Donc, l'angle d'incidence égale à 0, l'angle réfléchi égale à 0. Donc, le rayon réfléchi va passer aussi par C et va le traverser. Donc, si j'ai un objet placé au point C, son image va être au point C. Je vous rappelle que la normale, elle est toujours perpendiculaire à la surface. Donc, l'angle incident ici, à la surface de la sphère, l'angle incident I égale à 0 dans cette condition-là. Si j'ai un rayon parallèle à l'axe optique, donc j'ai un rayon parallèle, donc SA, donc l'objet est à l'infini. Lorsque je dis un rayon parallèle, donc mon objet est à l'infini. Donc 1 sur SA, c'est 1 sur l'infini, donc c'est 0. Mon image qui est A', va être placée au foyer. Par définition, le foyer principal, c'est un point qui se situe sur le foyer principal F par définition. Si un point est situé à l'infini, donc SA tend vers l'infini, donc un faisceau est parallèle à l'axe optique, son image va passer par le foyer principal. Donc ça, c'est la définition d'un foyer. Donc, lorsque mon objet est à l'infini, donc 1 sur infini, donc c'est 0, 1 sur SF égale à 2 sur SC, donc la position SF, c'est SC sur 2. Donc, le foyer se positionne à moitié distance entre le centre et le point S. Donc, un petit rappel sur les miroirs concaves et convexes. Donc, toujours comme on a dit, si on observe un miroir concave, ici on voit un creux. Donc, ce type de miroir est concave. SC, c'est négatif. Donc, SC est négatif. SF, c'est égal à SC sur 2. Le foyer est toujours à mi-distance entre C et S. Les rayons sont des rayons convergents et ce foyer-là, c'est un foyer réel. Le sens de propagation de lumière est vers la droite. Dans le cas d'un miroir sphérique convexe, on va voir une face bombée. SC est positif, SF c'est SC sur 2, toujours le foyer est à mi-distance entre S et C. Les rayons sont des rayons divergents et le point F est virtuel. Donc faites attention, là F est virtuel. Finalement, pour voir un peu comment on forme une image, donc là on prend un objet étendu, donc il a une certaine dimension. On a tracé 3 points. On va essayer d'utiliser les points particuliers qu'on vient d'expliquer comment les rayons les traversent. Donc, je vais toujours prendre un rayon parallèle à l'axe optique, le rayon 1, le rayon bleu. Ce rayon va se réfléchir en passant par le foyer. Il va continuer son chemin. Je peux aussi utiliser un rayon qui passe par le foyer. Une fois que ça arrive à la surface du miroir, il va être réfléchi parallèle à l'axe principal. Donc, le rayon vert et le rayon bleu vont se rencontrer à cette position-là. Donc, pour vérifier qu'on a fait une bonne construction, on peut viser un troisième point particulier qui est le centre. Donc, on va envoyer un rayon qui passe par le centre. Une fois que ça arrive au miroir, il va être réfléchi en repassant par le centre. Ce rayon-là rouge doit nécessairement rencontrer le rayon bleu et le rayon vert en ce point. Donc ici, j'ai un objet ayant une certaine dimension. Sa direction est vers la direction plus Y, donc verticale plus Y.
Donc, mon image, et dans ce cas, c'est une image réelle parce que les trois rayons sont convergents se rencontrent en ce point-là. Elle est inversée parce que sa direction est vers le bas maintenant et elle est plus petite que mon objet. Donc, cette image, elle est réduite par rapport à mon objet. Donc, comme on voit ici sur ce miroir, donc j'ai un objet qui a un bougie qui a une direction verticale vers le haut. Là, on le voit ayant une dimension qui est plus petite et sa direction est vers le bas. Donc, toujours pour trouver la position d'une image, il faut tracer au moins deux rayons. Si vous tracez le troisième rayon, ça va vous donner une justification si votre tracé est bon ou pas. Donc, vous prenez un rayon parallèle à l'axe optique. Ce rayon va se réfléchir en passant par le foyer principal. Vous prenez un deuxième rayon qui passe par le foyer. Une fois que ça arrive à la surface de la miroir, il va se réfléchir parallèlement au miroir. Et un troisième rayon qui doit traverser le centre du miroir. Une fois réfléchi, il repasse par le centre. Donc, vous voyez la position de votre image. Un deuxième exemple du miroir sphérique. Donc, ici, j'ai un objet au point O. Donc, je vais envoyer un rayon parallèle à l'axe optique. Il va se réfléchir en passant par le foyer principal. Un deuxième rayon qui semble partir du foyer. Il va se réfléchir parallèlement à l'axe optique, c'est le rayon 2, le rayon vert. Et un troisième rayon qui semble partir du point C. Une fois réfléchi sur le miroir, il va repasser par le point C. Vous voyez bien que le rayon bleu 1, 2 et 3 donc, ne se rencontrent pas dans cette partie. Donc, il faut faire le prolongement pour voir la position de notre image. Donc, on a prolongé avec les pointillés les trois rayons. Le point de rencontre de ces trois rayons, ça nous donne la position de notre image. Donc, vous voyez bien que cette image est plus grande que notre objet. Elle a le même sens, mais elle est virtuelle. Donc, toujours l'image d'un objet, il faut faire le tracé pour savoir sa nature, sa direction et si elle est plus grande ou bien plus petite. Donc, ici, vous voyez, vous avez une image. Là, vous avez aussi un miroir sphérique concave. Son image, donc ça, c'est notre objet, le premier bougie. Son image, elle est plus grande du même sens aussi que notre objet. Donc, ça, c'est pour la construction des images. On aura l'occasion de faire beaucoup d'exemples, comment on construit l'image. Il faut s'entraîner pour savoir facilement faire la construction des rayons lumineux. Donc, je prends un autre exemple. Là, je traite les miroirs convexes. Donc, j'ai mon objet. Donc, toujours un rayon parallèle. Ce rayon va se réfléchir en semblant provenir du foyer du miroir convexe. Donc, il va continuer son chemin dans cette direction. Un deuxième rayon qui semble arriver au foyer. Donc, il va être réfléchi parallèlement à l'axe optique. Et un troisième rayon, le rayon rouge, qui semble arriver au centre de courbure, mais il va être réfléchi en semblant provenir de C. Donc, ces trois rayons, le bleu, le vert et le rouge ne se rencontrent pas dans cette zone. Donc, il faut faire les prolongements en pointillés pour trouver la position de notre image. Donc, ici, on a une image qui est virtuelle parce qu'on a prolongé nos rayons. Elle est directe du même sens, mais elle est plus petite que notre objet. Donc, vous voyez, selon la position de notre objet, le type du miroir, on aura une image ayant des caractéristiques différentes. Donc, ça, c'est pour expliquer la première partie de notre chapitre, la formation d'images.